Nous sommes le 5 septembre 2021. Au petit matin, des coups de feu éclatent dans les rues de Conakry. La capitale guinéenne se réveille dans la confusion. Des militaires lourdement armés prennent position autour du palais présidentiel. Quelques heures plus tard, une image va faire le tour du monde. Le président Alpha Condé apparaît entouré de soldats. Le pouvoir vient de tomber. Et devant les caméras, un officier jusque-là presque inconnu annonce la prise du pouvoir. Son nom, Mamadi Doumbouya. En quelques heures, cet ancien légionnaire français devient automatiquement l'homme le plus puissant de la Guinée. Mais qui est vraiment Mamadi Doumbouya? Comment ce militaire formé en Europe est-il devenu chef d'État? Et pourquoi son pouvoir reste aujourd'hui l'un des plus controversés d'Afrique de l'Ouest? Pour comprendre, il faut remonter bien avant le coup d'État. Madame, Monsieur, bienvenue dans les corridors d'Afrique. Attachez vos ceintures, car nous allons entrer dans une zone de forte turbulence. Mamadi Doumbouya naît le 5 décembre 1984 à Cancan, une grande ville située à l'est de la Guinée. Cette région est l'un des bastions politiques du pays. C'est aussi une région marquée par une forte tradition militaire. Comme beaucoup de jeunes Guinéens, Doumbouya rêve d'une carrière qui dépasse les frontières de son pays. Très tôt, il choisit la voie militaire, mais son destin ne se jouera pas en Guinée. Il va d'abord passer par l'Europe. Au début des années 2000, Doumbouya rejoint une institution mythique, la Légion étrangère française. Cette unité de l'armée française est connue pour son exigence extrême, mais vraiment très extrême. Les soldats y viennent du monde entier. La discipline y est réputée impitoyable. Années, Doumbouya participe à des opérations militaires dans différentes régions du monde. Afghanistan, Côte d'Ivoire, République centrafricaine. Ces missions vont façonner son profil militaire, mais elles vont surtout lui donner une expérience que peu d'officiers africains possèdent, une formation militaire internationale. Après plusieurs années passées à l'étranger, Doumbouya retourne en Guinée. À cette époque, le pays est dirigé par Alpha Condé. Le président cherche à moderniser l'armée. Il décide alors de créer une unité d'élite, les forces spéciales. Et pour diriger cette unité stratégique, il choisit Mamadi Doumbouya. Une décision qui va changer l'histoire politique du pays, car cette unité deviendra plus tard le cœur du coup d'État. Devant vous, sur votre petit écran, les forces spéciales de la République de Guinée. On appelle ça le groupement des forces spéciales. C'est une formation organique des armées. Une formation nouvelle. Une formation nouvelle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'autour de nous, il y a les nouvelles formes de menaces. Donc il faut aussi, à notre niveau, prendre des dispositions nécessaires. Il faut que les autorités prennent des dispositions. Et la formation et le groupement des forces spéciales s'inscrit dans cette logique. Donc je disais que c'est une formation organique des forces armées guinéennes, constituée de personnel formé, entraîné et équipé pour l'acquisition des capacités nécessaires à la conduite d'une opération spéciale. Là, on a vraiment des groupes d'élite. Je voudrais que vous dégustiez en fond sonore ce qui se passe ici au stade du 26. Alors on va vous permettre de suivre tout ça, mesdames, messieurs. Pour comprendre le coup d'État de 2021, il faut regarder la situation politique de la Guinée à cette époque. Contaminé par la vague de modifications de constitution, en 2022, le président Alpha Condé modifie à son tour la constitution guinéenne. Cette réforme lui permet de briguer un troisième mandat. Une décision très contestée car des manifestations éclatent dans plusieurs villes du pays. Peu à peu, la tension politique monte. Et dans l'armée, certains officiers commencent à s'interroger sur l'avenir du pays. C'est précisément dans ce contexte explosif que Mamadi Doumbouya et ses forces spéciales passent à l'action. Le 5 septembre 2021, les forces spéciales prennent le contrôle des points stratégiques de Conakry, le palais présidentiel, les institutions, la télévision nationale. Alpha Condé, très vite, est arrêté et Mamadi Doumbouya annonce à la télévision la dissolution du gouvernement, la suspension de la constitution, la fermeture des frontières.
Ce matin, le quartier présidentiel de la capitale guinéenne s'est réveillé sous des tirs nourris. Et dans l'après-midi, les soldats des forces spéciales à la tête du coup d'État ont annoncé le changement. Nous avons décidé de dissoudre la constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Sur ces images diffusées par les putschistes, on peut voir le président Alpha Condé, 83 ans, jean, chemise entrouverte, quasi mutique. On a touché à un seul de vos cheveux. On nous a brutalisé. Cet ancien opposant historique, devenu il y a 11 ans le premier président élu démocratiquement de Guinée, a entamé en 2020 un troisième mandat très contesté. Ce soir, la situation reste confuse. Personne ne sait si l'armée soutiendra les putschistes. Pour justifier son coup d'État, il déclare « Lorsque la politique échoue, c'est à l'armée de prendre ses responsabilités ». Cette phrase marque le début d'une nouvelle ère politique en Guinée. La personnalisation de la politique, de la vie politique est terminée. Nous n'allons plus confier la politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Après le coup d'État, Doumbouya devient président de la transition. Il promet une nouvelle constitution, des réformes de l'État et un retour à l'ordre constitutionnel. Mais très vite, des tensions apparaissent. L'opposition s'inquiète de la durée de la transition. Certains leaders politiques sont arrêtés, des manifestations sont interdites et plusieurs organisations internationales commencent à critiquer la direction prise par le pays. Après plusieurs années de transition, une nouvelle constitution est finalement adoptée. Et cette constitution ouvre une possibilité inattendue. Les militaires peuvent se présenter aux élections. Coup de théâtre. Mamadi Doumbouya décide alors de se porter candidat à la présidentielle. Une décision très controversée, car après le coup d'État, il avait laissé entendre qu'il ne participerait pas aux élections. Mais en décembre 2025, il remporte, sans l'ombre d'un doute, le scrutin avec une très large majorité. Et en janvier 2026, il devient officiellement président de la République de Guinée. Parallèlement, plusieurs figures de l'opposition affirment être victimes d'arrestations arbitraires, de pressions politiques ou de disparitions inquiétantes. Des militants de la société civile dénoncent également des intimidations, des poursuites judiciaires ciblées. En 2026, une décision va provoquer un véritable choc politique. Le gouvernement annonce la dissolution de plusieurs dizaines de partis politiques, dont une quarantaine appartenant à l'opposition. Officiellement, les autorités expliquent cette mesure par le non-respect des règles administratives, l'absence d'activité politique réelle, en quelque sorte des partis fantômes. Mais pour les opposants, cette décision vise surtout à affaiblir les forces critiques du régime. Le paysage politique guinéen est profondément bouleversé. La tension s'étend également aux médias. Certaines radios critiques sont suspendues. Des journalistes dénoncent des pressions. Le gouvernement affirme vouloir lutter contre la désinformation, les discours susceptibles de provoquer des troubles, mais pour les défenseurs de la liberté de la presse, ces mesures visent surtout à réduire progressivement l'espace de débat public. La Guinée est une dictature. Elle a, depuis combien de temps, elle a pris des décisions pour restreindre les libertés publiques, pour violer les droits humains dès son arrivée au pouvoir, malgré les engagements pris dans le discours de prise du pouvoir. Elle a interdit les manifestations, elle a démantelé les équipements des radios, elle a retiré les agréments à toutes les radios critiques et elle a assassiné impunément plus de 65 jeunes qui tentaient de manifester alors que la manifestation était autorisée pleinement par la charte de la transition que le colonel d'alors avait juré de respecter et de faire respecter. Donc c'est une dictature sanglante en plus. Vous savez ce qui s'est passé, des disparitions forcées. Aujourd'hui, on parle moins de Fonike Mangué, de Bill Lebar, de Marwan Kamara, de l'assassinat dans des conditions atroces du général Koulibaly et Sadiba.
qui était le numéro 2 de la junte, parce que simplement, lui, il militait en faveur du respect des engagements pris, c'est-à-dire l'organisation diligente des élections et le retour de l'armée dans les casernes. Mais il a été torturé et abattu, assassiné dans les geôles de la junte. Et il y a beaucoup d'autres cadres, beaucoup d'autres activistes de la société civile. Maintenant, lorsqu'ils ne peuvent pas mettre la main sur un opposant à l'étranger, ils s'en prennent à sa famille. C'était le cas de l'artiste Elie Kamano, dont on a pris les enfants, ils sont portés disparus, on n'a aucune nouvelle. Sur le plan économique, la Guinée reste un pays stratégique. Le pays possède certaines des plus grandes réserves mondiales de bauxite et surtout un projet gigantesque attire l'attention des investisseurs internationaux. En l'occurrence, le projet minier de Simandou. Un projet qui pourrait générer des milliards de dollars et transformer l'économie guinéenne. Mais pour l'instant, beaucoup de citoyens ne ressentent pas encore les effets de ces richesses. La pauvreté reste élevée, les infrastructures restent insuffisantes et les attentes populaires restent immenses, mais très immenses. Mais l'essentiel du bilan ne se limite pas à l'agenda électoral. La transition guinéenne aura été celle des ruptures structurelles. En 4 ans, des chantiers bloqués depuis plus d'un demi-siècle ont été débloqués. Le cas le plus emblématique reste le projet Simandou. Pensé dès l'époque de Sékou Touré, annoncé, repoussé, gelé pendant des décennies, ce méga-projet est enfin rentré dans sa phase opérationnelle. Un saut historique qui engage la Guinée sur une trajectoire de transformation économique profonde. Cette rupture s'est accompagnée d'un changement de doctrine. Avec la création de Nimba Mining Corporation, l'État guinéen n'est plus un simple figurant dans l'exploitation de ses ressources stratégiques. Il devient un acteur décisif. Dans Simandou, l'État détient déjà 15% des parts avec une montée progressive prévue jusqu'à un contrôle total à terme. Une vision de souveraineté économique assumée. La transition aura aussi travaillé sur le terrain invisible mais décisif du mental collectif. Le Nimba, symbole de la culture guinéenne, a été réinvesti comme marqueur de fierté nationale. Un discours de reconstruction identitaire qui a façonné une génération de Guinéens plus conscients, plus patriotes, plus exigeants vis-à-vis de l'État. Enfin, la lutte contre la corruption a cessé d'être incantatoire. La création de la CRIEF, première institution dédiée à la répression de la corruption et au recouvrement des avoirs détournés, a introduit un nouveau rapport à la responsabilité publique. Curieusement, début 2026, un épisode inattendu va alimenter les rumeurs. Le président Doumbouya disparaît brutalement de la scène politique pendant plusieurs semaines. Officiellement, il se trouve à l'étranger après un sommet de l'Union africaine. Mais son absence prolongée suscite de nombreuses spéculations. Certains parlent de problèmes de santé, d'autres évoquent des tensions internes au pouvoir. Pendant près de 3 semaines, l'incertitude s'installe. Puis, soudain, il réapparaît à Conakry. Son retour met fin aux rumeurs. Mais cet épisode montre à quel point la situation politique du pays reste fragile. Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir avec une promesse, celle qui consistait à refonder l'État guinéen. Mais 3 ans plus tard, son bilan divise profondément le pays. Pour certains, il incarne une tentative de remettre de l'ordre dans un système politique fragilisé. Pour d'autres, il représente une transition militaire qui s'est transformée en pouvoir durable, voire autoritaire. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya incarne l'un des paradoxes politiques de l'Afrique de l'Ouest. Une chose est certaine, l'avenir politique de la Guinée dépendra d'une question essentielle. Réussira-t-il à transformer réellement la Guinée? Ou son nom restera-t-il dans l'histoire comme celui d'un putschiste devenu président? Une chose est certaine, l'histoire de Mamadi Doumbouya ne fait peut-être que commencer. C'était les Corridors d'Afrique, au cœur d'Afrique. N'oubliez pas de vous abonner pour nous soutenir, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications, de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou vous savez au sujet de cet homme politique qu'est Mamadi Doumbouya. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à très vite pour un nouveau Corridor.